le vacarme assourdissant de milliers d'hommes criant et hurlant. Le choc des armes contre les armes et des armes contre les armures, les cris stridents des chevaux de guerre affolés. La saveur métallique du sang dans l'air est si forte que les soldats peuvent la goûter en glissant et en dérapant dans la boue et la chair. Si cela vous semble attirant, retournons au Moyen-Âge et découvrons pourquoi vous ne survivriez pas 10 minutes sur un champ de bataille médiéval. Vous croyez tout connaître des chevaliers, châteaux et rois. Préparez-vous, car nous lançons une chaîne d'histoire entièrement dédiée à l'Empire romain. Je sais ce que vous pensez. Attends, l'Empire romain, ce n'est pas avant mes légendes médiévales préférées, Zi. Oui, restez avec moi, c'est à Rome que tout a débuté. De la chute du puissant empire à l'ascension de vos chevaliers médiévaux, c'est une histoire qui est entièrement liée. Alors si vous êtes prêts à en apprendre plus sur cette période incroyable, rejoignez la fête en toge sur notre nouvelle chaîne, l'Empire romain. Ça va vraiment valoir le détour dans votre voyage historique, alors je laisserai un lien dans la description ci-dessous. Bienvenue dans la folie médiévale pour la vidéo d'aujourd'hui. Le chaos et la fatigue d'une armée s'étendaient au-delà du champ de bataille. N'oublions pas qu'avant même que les soldats n'arrivent là-bas, ils auraient déjà marché des kilomètres et seraient déjà épuisés et désespérés, selon la météo, leur alimentation et la quantité de sommeil qu'ils auraient eu. Ils ont probablement déjà combattu dans des escarmouches en se rendant à la bataille. Les guerres comportèrent souvent plusieurs batailles successives. Pendant la guerre des Deux Roses, les batailles importantes de Barnet et de Tewkesbury ont eu lieu en 1471 avec seulement 3 semaines d'écart. Et en 1346, dans le cadre de la guerre de 100 ans, il y a eu 5 batailles et un siège à Calais qui a duré presque 1 an. Les batailles de Blanchetaque et de Crécy n'étaient séparées que de 2 jours. Ce n'est pas beaucoup de temps pour se remettre en forme, physiquement et mentalement, avant le prochain affrontement. Rien que se déplacer d'un endroit à un autre pouvait prendre des jours. Les ravitaillements de guerre et les trains de nourriture devaient être déplacés en même temps que les hommes. Beaucoup d'hommes et de chevaux mouraient en route avant même d'avoir vu le moindre combat. Certains à cause du froid, d'autres à cause de la maladie ou de la faim. L'armée anglaise qui a combattu à la bataille d'Azincourt avait débarqué sur le sol français en août et, après avoir assiégé le port de Harfleur, n'a quitté la ville qu'en octobre. À ce moment-là, une épidémie de dysenterie, connue sous le nom de flux de sang parmi les rangs, avait considérablement réduit leur nombre et affaibli beaucoup de ceux qui restaient. Ressent le bruit. Le bruit d'un champ de bataille médiéval pouvait être considéré comme une forme de guerre psychologique en soi. Il est très probable que le joueur de corps était placé loin des combats, à l'arrière des hommes avec les chefs. Les soldats en première ligne ne pouvaient probablement pas entendre le corps signalant le début du conflit. Le chroniqueur anglais Thomas Wellingham, qui est mort au début du XVe siècle, affirmait que les fantassins entendaient rarement l'ordre d'avancer et se déplacer en imitant ce que faisaient les autres. Et il n'est pas surprenant que personne n'ait pu entendre ni l'orateur, ni le corps avec tous les cris et hurlements qui devaient avoir lieu. Dans son livre des faits d'armes et de chevalerie, la poétesse et auteure du XIVe siècle, Christine de Pizan, conseille, je cite, « Il faut occuper l'ennemi par toutes sortes d'assauts afin que les sons, l'agitation et le bruit occupent leur corps autant que leurs oreilles. Car des flèches plus épaisses que des mouches tirées par des arbalètes, des bombardes, des coups de canon, les sons des trompettes, et la peur les tiendront suffisamment occupés. » Une fois sur le champ de bataille et en avançant, l'objectif d'un commandant médiéval était que ses troupes de première ligne atteignent l'ennemi dans une formation aussi serrée que possible. Les soldats se mettaient en rang sur plusieurs lignes et avançaient ensemble à un rythme soutenu. Ils s'arrêtèrent régulièrement pour resserrer les rangs. Ils n'auraient pas couru vers l'ennemi, car l'objectif d'un commandant médiéval était que ces hommes atteignent l'ennemi avec suffisamment d'énergie pour combattre, et non pas épuisés par la course. Une fois suffisamment proches, les fantassins se regroupaient une dernière fois, puis frappaient l'ennemi avec le plus de force possible. Parfois, l'ennemi faisait la même chose, il ne restait pas immobile. Si aucun des deux camps ne fuyait, ils s'affrontaient alors, et les hommes commençaient à s'attaquer les uns les autres avec n'importe quelle arme à leur disposition. Il pouvait s'agir de haches, d'épées, de poignards ou même des poings. L'une des formations pouvait céder sous la pression mentale et le bruit. Le stress psychologique que subissaient ces hommes ne doit pas être sous-estimé,
surtout quand on considère que la plupart des soldats dans l'armée médiévale n'étaient même pas des professionnels entraînés. Certains n'étaient que des hommes valides recrutés sur la route vers le champ de bataille. Si les deux camps tenaient en leur position, alors le combat pouvait durer des heures, ou du moins jusqu'à ce qu'un camp commence à perdre. La bataille de Towton en 1461, pendant les guerres des Deux Roses, a duré 10 heures au milieu d'une tempête de neige. Même la fuite n'était pas une garantie de répit. Les vrais ennuis commençaient lorsqu'une des armées fuyait le champ de bataille, poursuivie et traquée par le camp vainqueur. Mur de la mort. Le docteur Timothy Sutherland, un archéologue spécialisé dans les champs de bataille, a étudié des sites comme Towton et a découvert qu'environ 40% des squelettes qui occupaient les premières lignes ne sont pas morts de leurs blessures, mais ont été piétinés à mort, probablement par leurs propres camarades dans la panique, au moment du contact avec l'ennemi. Essayez d'imaginer le chaos tout autour, les cris non seulement de l'ennemi, mais aussi des hommes à vos côtés, ceux qui avançaient avec vous, épaule contre épaule. L'historien militaire Richard Holmes a découvert que les 3/4 des hommes placés dans une situation de combat extrême émettaient des bruits involontaires dont ils ne se souvenaient même plus par la suite. Votre tête boute à l'intérieur de votre casque, vous n'arrivez pas à respirer correctement et l'air que vous parvenez à inspirer semble humide. La panique s'installe à chaque pas que vous faites en avant. Vous devenez désorienté. Vous pouvez sentir votre sueur, l'odeur corporelle et la peur des hommes à vos côtés. Puis, lorsque vous atteignez enfin l'ennemi, après avoir survécu à une pluie de flèches sans même recevoir un seul coup, vous tombez face contre terre. D'autres autour de vous tombent aussi. Les hommes derrière poussent en avant, entraînés par l'élan du mouvement de votre formation serrée. Soudain, vos propres hommes sont devenus l'ennemi. Certains, pour ne pas tomber, essaient de vous enjamber mais trébuchent et s'effondrent, d'autres derrière eux subissant le même sort comme une rangée de dominos humains. Incapables de vous relever à cause de la masse d'hommes des deux camps qui vous piétinent avec leurs bottes, ou de l'ennemi qui vous poignarde en cherchant des failles dans votre armure, vous suffoquez lentement dans à peine quelques centimètres de boue, incapable de voir la lumière du jour, incapable de bouger ou de respirer, incapable d'appeler à l'aide, mais entendant les hurlements et les cris des hommes autour de vous et leurs gémissements de douleur. Les os de vos bras, jambes, côtes et dos brisés, votre tête frappée et bousculée comme un ballon de football, votre visage écrasé contre le sol. Tel fut le sort de nombreux soldats lors de la bataille de Visby en Suède en 1036. Ceux qui montraient des traces de blessures causées par des armes présentaient des signes de traumatisme périmortem alors qu'ils étaient allongés au sol, c'est-à-dire juste avant la mort. Et chaque partie non protégée du corps était une cible vulnérable pour un ennemi. Un trou dans la tête. La tête était évidemment la cible principale. À Towton, sur les 28 crânes qui ont été étudiés, 27 présentaient des blessures à la tête, ce qui suggère que les hommes ne portaient pas de casque, ou qu'ils les avaient perdus juste avant de mourir, ou encore qu'ils les avaient retirés dans le feu de l'action. Selon les sources historiques sur les techniques de combat, la tête était la cible principale de la violence. Le médiéviste américain, le docteur Kelly Deveris, a découvert que la plupart des blessures mortelles sur les corps retrouvés sur les champs de bataille français provenaient de coups portés vers le bas sur le sommet du crâne ou dans le cou. Il était très peu probable de brandir une épée comme on le voit dans les films, il n'y avait tout simplement pas assez d'espace. Les hommes étaient tellement serrés qu'il y avait très peu de place pour manœuvrer, et les armes les plus couramment utilisées étaient les haches, les lances et les masses, plutôt que les épées. Certains soldats sont même morts debout, maintenus dans cette position par la pression des hommes autour d'eux. Les épées demandaient des années d'entraînement pour être maîtrisées. Elles étaient très chères et pouvaient coûter plus qu'un mois de salaire et n'étaient portées que par les soldats professionnels et les nobles. Sur le champ de bataille, les épées ne représentaient qu'environ un quart de l'armement. De nombreux outils agricoles se sont également retrouvés sur le champ de bataille. Après tout, on était tout aussi mort en étant décapité par une vieille faux rouillée ou transpercé par une fourche qu'en étant décapité par une épée coûteuse. Certains hommes allaient même jusqu'à utiliser une pelle aiguisée comme arme de fortune. Le docteur Alan Williams, un expert en histoire de l'armure, a mené des recherches sur les températures à l'intérieur d'un casque médiéval et a découvert qu'en 20 minutes, elles pouvaient dépasser 43 degrés Celsius.
Le chroniqueur français Jean de Joinville a décrit comment plusieurs chevaliers français sont morts de chaleur et d'asphyxie dans leur propre armure lors de la bataille de Mansoura en 1250 pendant la 7e croisade. À Taunton, de nombreux Lancastriens ont été tués en fuyant, piétinés à mort les uns par les autres, ou noyés dans les rivières. On disait que les eaux étaient rouges de sang pendant de nombreux jours après, et une fois tout terminé, l'armée victorieuse revenait sur le champ de bataille pour piller les blessés, les morts et le camp ennemi. De nombreux objets étaient récupérés pour être réutilisés, comme des armes, des épingles à vêtements et des boucles. Les corps étaient dépouillés de leur armure, cottes de mailles et vêtements. C'était indigne, mais rien n'était gaspillé. La tapisserie de Bayeux, qui représente la bataille de Hastings de 1066, en montre un exemple. La chronique latine médiévale, Gesta Henrici Quinti, qui raconte les exploits du roi Henri V, célèbre pour sa victoire à Azincourt, déclare, je cite, « Aucun d'eux ne possédait, à notre départ, d'autres vêtements que celui dont la nature l'avait doté lorsqu'il vit la lumière pour la première fois. » Le chroniqueur allemand Bruno de Magdebourg, qui a écrit son livre Historia de Ballo-Saxonica au XIe siècle, décrit les trésors trouvés par les Saxons dans le camp ennemi après la bataille de l'Elster en 1080. Il y avait des chevaux, des armes, des pièces et lingots d'or et d'argent, de la vaisselle et des tentes de valeur. À moins qu'un soldat ne soit important, comme un chevalier, il serait jeté dans une fosse commune avec les autres sur le champ de bataille. Seuls les membres de haut rang avaient la dignité d'un retour chez eux pour être enterrés dans une église. Thomas Walsingham a écrit sur les conséquences de la bataille de Brangla entre les Gallois et les Anglais en 1402. Il a dit, je cite, « Après la bataille, les femmes galloises ont coupé les parties génitales des morts, ont mis le membre de chaque homme mort dans sa bouche et ont suspendu ses testicules à son menton. Elles ont aussi coupé les nez et les ont enfoncés dans leur derrière. » Il précise que c'était un crime inhabituel et sans précédent. Et que, je cite, « Ils n'ont pas permis que les corps des morts soient recommandés à Dieu avec les derniers sacrements de l'enterrement avant qu'une grosse somme d'argent ait été payée. » La chevalerie et l'honneur, c'était pour les chansonniers. Survivre à une bataille médiévale ne demandait ni compétence ni courage. Il n'y avait presque jamais d'acte héroïque sur le champ de bataille. Et la survie dépendait plus de la chance que de toute autre chose. La chance et la volonté de faire tout ce qu'il fallait pour rester en vie. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez nos vidéos, on en publie tous les vendredis. Alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite à tous une excellente semaine, santé!